Eh ben, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Le Bonheur c'est les autres, avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Patrick Goraguer. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, on va se vouvoyer, on va se tutoyer. Non, on se tutoie. Allez, on se tutoie. Patrick Goraguer, vous êtes tu vois, j'ai hésité, tu es un grand musicien, tu es compositeur, tu es arrangeur, tu es musicien tout court sur scène. Oui, de plus en plus, on va dire. Au cours de ces dernières années, je me suis plus spécialisé, on va dire, dans être musicien que arrangeur, réalisateur d'albums, ce que je faisais plus avant. Et j'ai toujours été musicien, mais j'étais plus en studio ou à la maison. Et puis depuis, on va dire maintenant une quinzaine d'années, je suis plus musicien sur la route. Et avec deux instruments que j'apprécie particulièrement, qui sont le piano et les percussions, donc la batterie. Ouais. Je t'ai vu encore il n'y a pas si longtemps dans un concert ici à l'Écuche, puisqu'on enregistre ici dans la bibliothèque de l'Écuche. Ouais. On peut dire ton âge, tu es né en mars 67 à Boulogne-Billancourt, si les infos sont bonnes. C'est ça. Donc on l'a dit, tu es musicien, compositeur, arrangeur, etc. Tes deux spécialisations, on va dire, ou tes deux domaines dans lesquels on te reconnaît, bien que tu sois assez universel en termes de domaines musicaux, mais disons que tu as une prévalence sur le jazz et la world music. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, on peut dire ça. Et puis, alors bon, la liste de tes collaborations est très, il manque sans doute un trait impressionnante. Rien que pour la partie arrangeur et la partie production de disques, j'ai noté Arthur H, Bruno Mammon, Maxime Le Forestier, Jean Ferrat, Graham Allwright, qui est toute ma jeunesse, Axel Bauer, Ménélique, donc on voit en plus la diversité des univers, Gilles Caplan, Françoise Hardy, la regrettée Françoise Hardy, Juliette Gréco, la regrettée Juliette Gréco, Serge Reggiani, le regretté Juliette, etc. Et donc tu as aussi, et c'est aussi, on en a parlé récemment quand on s'est vu à la SACEM, tu es aussi un compositeur de films. Alors, de musique de film. De musique de film. Il m'est arrivé de faire des musiques de film. C'est pas la même chose. Je suis pas un compositeur, on va dire, qui enchaîne la musique de film. J'ai commencé à faire de la musique pour la télé il y a assez longtemps, et puis j'ai arrêté parce qu'en fait j'en avais marre d'être tout seul. Alors je vous parle d'une période où on avait encore les gros magnétoscopes Humatic sur lesquels on travaillait sur les films en synchro. C'était un petit peu c'est une autre époque, hein. Voilà. Et j'en avais un petit peu marre d'être tout seul dans mon studio, et j'ai voulu partir sur la route. Et j'ai un peu arrêté. Et puis après, j'ai repris à faire des musiques de films. Mais c'est pas on va dire, c'est pas là-dedans qu'on me connaît. J'en ai fait un petit peu par hasard, on va dire. Voilà. Ouais, mais voilà. En tout cas, t'en as fait une pour un film que j'adore et qui m'émeut à chaque fois que je le vois, et qui est 2 jours à tuer de Jean Buquière. Qui est probablement un des plus beaux films allez, j'exagère, mais peut-être des 20 dernières années. Allez. Voilà, c'est quand même un très beau film. C'est un très beau film. Pour lequel on avait fait beaucoup plus de musique avec mon père. Ouais, alors justement, on va parler de ton père. Ah bon, d'accord, ok. Mais tu as aussi eu, avant qu'on parle de ton père, tu as eu aussi des collaborations avec, par exemple, le compositeur du film Tout sur ma mère de Almodovar, avec Un monstre à Paris avec Mathieu Chédid. Et par exemple, avec Accord perdu de Sergio Castellitto, qui est moins connu, mais qui est... non, c'est marrant que vous savez ça. Non, pas du tout. Non, c'était on avait été à Rome avec un ami, et puis on avait travaillé sur cette musique de film qui était super. D'ailleurs, c'était un très beau film avec Penélope Cruz. Exactement, mais pas très connu quand même. Mais qui n'a pas très bien marché. Mais c'était une belle expérience d'avoir travaillé à Rome quelques semaines, de le rencontrer. Il était très sympa, et puis il avait bien aimé ce qu'on avait fait, donc ça s'était bien passé. Alors Patrick Goraguer, ton nom est hyper connu aussi bien dans le monde de la variété que dans le monde du jazz, et on l'a dit dans le monde de la world music. Tu t'es fait un prénom, mais il faut quand même qu'on parle de ton père, parce que ton père Alain, qui est décédé en 2023, donc il y a un peu moins de 2 ans, était pour le coup très connu. Il manque des traits, compositeur, arrangeur musical, et avec un nom qui est associé au plus grand nom de la chanson française. Quelques-uns d'ailleurs les mêmes que toi. Si j'ai travaillé avec ces gens-là, c'est parce qu'il a travaillé avec eux. C'est parce que je travaillais avec lui, et lui travaillait avec eux. Voilà, Reggiani, Jean Ferrat, Nana Mouskouri. Tous ces gens-là, c'est des gens que j'ai rencontrés à travers lui. Juliette Gréco et d'amour. Juliette Gréco, c'est pas faux, mais c'est pas par lui. Non, en fait, ton père a bossé quand même avec elle. Oui, elle a travaillé avec elle, et moi j'ai travaillé avec elle, mais on n'a pas travaillé ensemble avec mon père. Voilà. Je vous raconterai une petite anecdote après à propos de ça. En fait, j'étais en studio avec Juliette Gréco,
Et donc, on nous a présenté, voilà, le fils d'Alain Goraguer. Oh, ton père, patati patata, c'était fantastique, j'adore ton père. Donc, c'était un projet d'enregistrement d'album avec elle, où mon père n'était pas dedans. Hein. Et puis, mon père m'a appelé, mais complètement par hasard, au studio, pour savoir comment j'allais. Et je lui dis, bah, tu sais, je suis à côté de Juliette Gréco. Et il me dit, bon, bah, passe-la moi. Et puis, je lui ai passé Juliette Gréco, et c'était marrant, je crois que c'était pas parlé depuis 30 ans, je sais pas, 40 ans peut-être. Puis ils ont parlé 10 minutes, oh Gogo, comment vas-tu mon cher ami, et tout, voilà. Et bon, c'était rigolo, voilà, de les avoir remis en relation, on va dire. Voilà, mais c'était pas un album auquel mon père participait. C'était un album où il y avait plein de réalisateurs différents sur chaque morceau. Et alors, Alain Goraguer, j'ai deux éléments qui me le rendent encore plus sympathique, c'est qu'il a collaboré et comment avec Boris Vian, qui est une passion commune que j'ai avec Fred Zetoun, qui est passé dans mon podcast, et qui lui est vraiment un fan absolu de Boris Vian. Et la deuxième chose, c'est qu'il était très proche de Serge Corbert. Oui, que j'ai moi-même bien connu aussi. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux dire deux mots sur lui, parce que c'était quelqu'un... Oh bah écoute, moi j'aimais bien Serge, il était très sympa, très marrant. Je le connais depuis très longtemps. J'ai connu aussi son fils Thomas. Ouais. Et j'ai travaillé sur des documentaires sur Boris Vian. Ouais. Sur 2 documentaires qu'il avait fait pour Arte il y a 15 ans maintenant, c'était la naissance de 16 ans, il y a 16 ans. Donc j'ai travaillé 2 fois avec Serge. Et il était très sympa, voilà, il avait plein d'anecdotes sur le monde du cinéma, toujours. Ah ouais. Et il est malheureusement décédé il y a quelques années, voilà, un peu avant mon père. Alors il y a une petite anecdote un peu croustillante, un peu savoureuse, etc. C'est que ton père, sous pseudo, a écrit quasiment la plupart des musiques de films porno des années 70. Alors, j'exagère ? Bon, je suis pas un spécialiste, hein. Mais il y a une page Wikipédia qui est très bien renseignée. Oui. D'ailleurs sur lui, mais il n'y a rien sur toi. C'est quand même assez. Oui, mais bon, je sais pas qui a fait cette page, surtout Wikipédia pour lui. Ça fait longtemps qu'elle est là, et ça parlait exclusivement des films érotiques qu'il avait fait dans les années 70. Alors bon, je pense que avec les Benazera, la période d'or en fait, avant que Giscard décide de mettre ça au ghetto, quoi. Benazera peut-être, mais Jean-François Davy et autres. Non, lui c'était surtout Claude Bernard Aubert, qui était un réalisateur de films. C'est lui qui a fait L'affaire Dominici. Ah bah oui. Oui, qui était un grand réalisateur. La version avec Gabin et... Oui, avec la version Gabin, dont film de Depardieu. Dont mon père a fait la musique. Ouais. Et je crois que... Enfin, bon, je crois, j'en suis sûr, parce que ma mère me l'a dit, puis c'est même écrit, je crois, dans Wikipédia, c'est que ça allait pas très bien dans une certaine, je sais pas, dans les années 70, pour Bernard Aubert. Donc il s'est mis à faire des films érotiques. C'était pas des films porno, c'était plus des films érotiques. D'accord. Et il a demandé à mon père de faire les musiques, donc il a fait toutes les musiques de cette époque-là. Est-ce qu'il a fait toutes les musiques ? Non, je ne sais pas, des films porno, je ne dirais pas ça, mais pendant quelques années, voilà. C'est vrai que quand on lit la fiche Wikipédia, on a tendance à croire ça, mais effectivement, c'est des films érotiques. Et il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Et donc, juste un mot, tu as des frères ? J'ai une sœur, d'accord, qui n'est pas dans la musique du tout ? Qui chante, mais elle est danseuse. Danseuse, d'accord. Ouais. Donc il y a toujours cette fibre artistique. Et ta mère, elle est de... Pianiste. Elle est toujours vivante ? Oui, elle est toujours vivante. Pianiste, quoi ? Pianiste... Ouais, pour son plaisir, elle était professeure de piano pendant très longtemps. Et pianiste, elle ne faisait pas de concert, mais voilà. Donc tu as été à très très bonne école. Ouais. Bon. Qu'est-ce que j'utilise le mot très aujourd'hui, c'est incroyable. Et ben écoute, après cette présentation qui est loin d'être exhaustive, parce que moi je renvoie les auditeurs c'est le cas de le dire, à écouter ce que tu fais sur les plateformes, ou bien tout simplement sur internet et sur les plateformes, ou acheter je sais pas si tu as des CD qui sont disponibles Alors là non, pas pour l'instant, mais ça aurait tardé. Des vinyles, des vinyles. Tu sais que les vinyles ça revient je sais. Très très je sais. Aujourd'hui quand tu vas à la Fnac, il y a 5 rayons. Moi je suis allé à la Fnac, c'était où Saint-Lazare, je sais plus. Il y a une des Fnac où je suis allé où il y avait 5 rayons de vinyle pour un rayon de CD. Ouais, je sais. Qui le cru ? Dans les années 80, on nous annonçait la mort définitive du vinyle, et ben voilà. Bon, il est là, mais c'est un petit peu pour les... C'est l'objet. Voilà. C'est l'objet, c'est pour l'objet. Faut avouer quand même que le son, toi qui es un amoureux de la qualité sonore et
le son est quand même pas le même, on est d'accord? Quoi qu'il Oui, arrive. alors après, il faut que le disque soit neuf, qu'on ait une bonne platine, parce que Qu'on ait une bonne oreille aussi. Ouais, voilà, il faut quand même du matériel, on va dire, de qualité, avec un disque de qualité pour que ça soit vraiment bien, quoi. Ouais. Non, mais j'ai réécouté des vieux disques. Sur une platine que j'ai achetée chez Darty, j'ai écouté des vieux disques qui craquent un peu. C'est pas évident, quoi. Alors maintenant, on a appris un petit peu l'habitude avec les enregistrements digitaux. Que, voilà, le MP3 et les sons compressés n'ont pas tué totalement, quand même, définitivement le son analogique. Ouais. Et puis rien ne vaut les concerts. C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Rien ne vaut la musique en live sur un plateau. Voilà, avec des spectateurs. Eh bien, on va pouvoir maintenant attaquer le questionnaire du bonheur, c'est les autres. Ah bon, d'accord. Et la question que je pose systématiquement à tous mes invités, en première question, la plus générale, c'est comme ça, quelle définition tu me donnerais du bonheur? C'est quoi le bonheur pour toi? Alors, le bonheur, c'est quand même c'est un état. Pour moi, c'est un état. Alors, c'est pas des choses concrètes, on va dire, matérielles. Je ne sais pas. Parfois, je me lève, je suis heureux. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison à ça, en fait. Et puis, il y a des jours où je me lève et je suis plus malheureux. Alors, je ne peux pas vraiment définir ce qu'est le bonheur. Je crois que c'est une multitude de choses qui se passent en même temps et qui créent cet état. Voilà, je peux pas vous dire ça c'est le bonheur, ou alors si, je veux dire déjà le bonheur, c'est que, on va dire dans ma famille proche, on va dire, quand tout se passe bien et que tout est positif, voilà, c'est une sorte de bonheur, voilà, déjà. Récemment, dans le podcast, il y a un de mes invités qui m'a dit que le bonheur, c'est la musique qui a une vibration. Le fait d'être musicien, le fait pas simplement d'être un spectateur de la musique, mais d'être un acteur de la musique, c'est quelque chose qui contribue à ton bonheur. C'est quelque chose dont on va l'aborder plus tard, mais c'est quelque chose dont tu ne pourrais pas te passer, en fait. Oui, bien sûr. Ça fait partie de ma vie. Hein. Moi, j'ai toujours fait de la musique, donc pour moi, c'est naturel de faire de la musique. Hein. C'est comme boire de l'eau pour tout le monde. Les gens ne vont pas vous dire « Ah oui, à chaque fois que je bois de l'eau, c'est fantastique, je me régénère. » Oui, bon, on boit de l'eau, ben moi, je fais de la musique tout le temps. Alors, c'est vrai, mais parfois, on peut être amené à faire de la musique qu'on aime moins, avec des gens qu'on aime moins, et le bonheur n'est pas au rendez-vous. Dans ces cas-là, même si on fait de la musique, hein, et qu'on peut relativiser, et qu'on dit qu'on aurait pu faire des choses qui nous plaisent moins que faire même cette musique moins bien. Mais voilà. Puis la musique est musique, et il peut y avoir des dissonances, et puis il y a des choses... aimer la musique, c'est comme dire aimer le cinéma, mais il y a des films qu'on aime et des films qu'on n'aime pas. Oui, tout à fait. Voilà, on n'est pas obligé d'aimer tout. Bien sûr. On peut être malheureux, parfois qu'on fait de la musique... alors, c'est pas au moment où on l'a fait vraiment, mais on va dire le contexte. Voilà, le contexte fait qu'on ne peut pas... On n'est pas obligatoirement dans le bonheur. Et quand tu es dans la création musicale, c'est un bonheur ou c'est plutôt une souffrance? Non, pas une souffrance, mais ça peut être, on va dire, parfois pénible parce que on n'y arrive pas tout de suite. Généralement, on n'y arrive pas tout de suite. C'est pas, on ne trouve pas l'inspiration divine dès qu'on pose les mains sur le clavier, enfin en ce qui me concerne. Mais quand tu trouves l'inspiration, là par contre, c'est un bonheur extrême. Voilà. Alors d'abord, il y a la composition. On est content d'avoir trouvé la mélodie avec les accords, la forme du morceau. Voilà. Donc là, on a une première étape déjà. Et après, il y a tout le travail derrière. Il y a le travail. Et là, encore, on repart en bas et puis Après, ça dépend. Hein. Il y a des choses qui peuvent se passer très très fluidement. Et puis parfois c'est plus dur, on trouve pas tout de suite, voilà, mais bon, ça fait. C'est le chemin qui est agréable, même si c'est compliqué. Hein. Et puis quand on cherche et que c'est dur et qu'on trouve pas tout de suite, et finalement quand on trouve quelque chose, on est encore plus heureux en fait que si on avait trouvé tout de suite rapidement comme ça. Et alors dans la musique, il y a le bonheur individuel de composer, de jouer, d'arranger, etc. Puis il y a le bonheur collectif. Ouais. Ça s'appelle Le bonheur, c'est les autres, mon podcast. Ouais. Et je pense que tu me démentiras pas. Toi, tu aimes jouer en groupe, tu aimes jouer avec d'autres. Ouais. Que ce soit pour se produire sur scène ou pour faire des buffs. Ouais. Et c'est vraiment... et puis toi qui es un grand musicien de jazz, c'est la base du jazz. Le jazz se comprend pas comme quelque chose... Bien sûr. Bien sûr, il y a des grands solistes. Bien sûr. Mais c'est pas ça qui ressort le plus du jazz. On est d'accord? Oui. Après, c'est pas que le jazz. Hein, Oui, non, mais particulièrement le jazz. Voilà. Oui. Mais jouer avec des musiciens, on se retrouve dans le blues, dans le rock, dans un peu tous les
dans pas mal de trucs de musique. Mais oui, moi voilà, pour moi, c'est essentiel de jouer avec des musiciens. C'est pour ça que j'ai arrêté, on va dire, à une certaine époque, d'être tout seul dans mon studio à faire de la musique à l'image, par exemple. Alors c'est sympa, c'était bien, il y avait un côté créatif que j'aimais bien, mais le fait d'être toujours tout seul et de ne rien partager avec les autres, si ce n'est qu'avec le réalisateur une fois de temps en temps, parce que le réalisateur, on le voit une fois toutes les semaines, il vient, il vous dit ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va, mais ça s'arrête là. Alors que, évidemment, jouer avec d'autres musiciens, là, c'est autre chose, évidemment. Alors après, tous les musiciens ne font pas ça, mais pour moi, c'est essentiel. Il y a aussi une question d'ego. Je me souviens d'une interview de Paul Naref quand il avait fait la musique pour Gérard Houry de La Folie des Grandeurs, où il expliquait comment il avait imposé à Gérard Houry, qui n'avait pas du tout la même conception, en fait, et que finalement, il s'était rabattu. Mais il s'était réduit à son... Comment dire, il s'était rangé à son avis, c'est l'expression que je cherchais. Mais il disait, c'est un boulot de chien, en fait. Faire une musique de film, c'est un boulot de chien. Ça dépend ça dépend des relations qu'on a avec le réalisateur, en fait. Si on a des relations de confiance et qu'on est sur la même longueur d'onde avec le réalisateur, en général, ça se passe bien. Voilà. Après, si on a des goûts différents et une vision différente de la musique, évidemment que ça va être compliqué. Mais c'est souvent compliqué, hein. Vous me parliez d'Almodovar tout à l'heure avec Alberto Iglesias, qui a fait beaucoup de musique pour... La plupart, je sais qu'à l'époque où je travaillais avec Alberto, c'était très compliqué de travailler avec Almodovar. Pour lui, c'était très compliqué. Il pouvait faire une musique de film, enregistrer 25 minutes de film avec un grand orchestre, et Almodovar lui jetait la musique à la poubelle. Il dit ça me va pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux, et c'est des mois de travail qui partent à la poubelle. Et donc, voilà, il y a même des grands compositeurs qui, on va dire, galèrent toujours sur des films parce qu'il y a des relations avec les réalisateurs qui font que... C'est pour ça que des grands réalisateurs, quand ils ont enfin trouvé leur compositeur... Ils le lâchent plus. Ils le lâchent plus, comme Lelouch avec Francis Lay, ou comme Fellini avec Nino Rota. Voilà. Spielberg avec John Williams. Ouais. Alors, ça va dire John Williams, il n'a pas bossé qu'avec Spielberg, mais c'est vrai que... Non, mais il a fait presque tous ses films. C'est vrai. Beaucoup, Donc, tu as passé ton enfance en région parisienne ? À Paris, oui. D'accord, à Paris. Donc, si je te demande un souvenir heureux de ton enfance qui te vienne comme ça spontanément, là, à l'esprit, tu me dis quoi ? J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'était parce que mon fils en veut une, enfin j'en ai pas parlé à lui, mais c'est le jour où j'ai eu ma moto par exemple. Ah oui, c'est des choses à vous me demander, je vous dis, c'est à 14 ans, voilà, le jour de mes 14 ans, quand j'ai pu conduire ma moto, ça a été un moment extraordinaire dans ma vie. Un bonheur que je n'ai pas eu. Et oui. Ma mère ne voulait pas. Ouais, et que mes enfants n'auront pas non plus. Ok, donc une moto. Oui, parce que si vous attendiez à que ça soit un concert, non. C'était une quoi ? C'était une Yamaha. C'était une Yamaha, un DT. Non, 50, j'avais 14 ans. 14 ans. D'accord. Voilà. Mais c'est pas la musique, par exemple. C'est pas un concert, parce que je me rappelle que mes premiers concerts, j'étais mais dans tous mes états. J'avais un trac, mais pas possible. Si j'ai des souvenirs d'être malade une semaine avant. Tellement j'avais peur de jouer. Quand j'avais 13-14 ans. Voilà, donc ça, c'était pas des bons souvenirs. Voilà. Elle avait une musique spéciale, la Yamaha 50. Elle avait le bruit de son moteur. Ouais. Bon, c'était pas une Harley non plus, faut pas exagérer, mais bon. J'ai envie de te demander, c'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur qui t'a marqué de façon indélébile, et pourquoi ? Est-ce qu'il y en a un ? D'abord, est-ce que tu es un gros lecteur ? Non, je ne suis pas un gros lecteur. Par contre, je suis un gros... cinéphile ? Un gros cinéphile. Ouais. Enfin, gros, tu es svelte. Oui, non, mais je vois énormément de films. Et je dirais que non, j'adore le cinéma, je vois beaucoup de films, mais suivant les années, ça change. Voilà, j'ai eu des périodes... j'ai eu une période très... années 80, films français des années 80, type que les gros salaires lèvent le doigt, ou Une étrange affaire. Magnifique. Voilà, ce genre de film un peu sarcastique,
C'est ce film, voilà, je sais plus qui faisait ces films d'ailleurs. C'était avec Jean Poiret. Oui, alors c'est des films un peu cyniques comme ça. Et j'aimais bien ce cinéma français un peu corrosif. Voilà, des années 80. Et puis après, voilà, j'ai eu d'autres périodes. Voilà, plus récemment, j'ai beaucoup aimé les films de Tarantino que j'ai revus pas mal de fois, pas tous, mais les derniers en tout cas. Et voilà, donc je suis très très cinéphile, je lis pas beaucoup, et puis le théâtre, malheureusement, je dirais, je vais pas beaucoup, je n'aime pas trop ça. Par contre, j'ai vu des pièces. Voilà, j'ai vu une pièce qui m'a marqué, je vais vous le dire, ça s'appelle Forêt de Wajdi Wawad, que j'ai vu il y a une dizaine d'années, qui est une pièce de 5 heures ou 6 heures, je crois. Voilà, donc j'avais prévu de partir au bout de 2 heures, et puis je suis resté subjugué par cette pièce de théâtre. C'était il y a longtemps, c'est une pièce qui se passe sur, je crois, un siècle. Voilà, donc c'est toute une famille, l'évolution de cette famille. Je me rappelle plus très bien de l'histoire, mais je sais que j'étais happé comme dans un film où on est happé comme ça. Voilà. Et voilà, ça c'est mon dernier souvenir de cinéma, de pièce de théâtre que j'aimais. Non, c'est faux. Pas du tout. J'ai vu une pièce que vous devez connaître, qui a été écrite par Delphine Orvilleur, que j'ai vue il y a quelques mois, qui s'appelle Ajar. Oui, sur l'identité, la partie. Sur l'identité, il n'y a pas de Ajar. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette pièce, qui est jouée par une fille qui est toute seule sur scène. Seule en scène. Voilà, je ne me rappelle plus de son nom, mais une super actrice. Bizarre, quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Voilà, super pièce. Voilà, elle est seule en scène. Voilà. Donc, ce qui m'a marqué, je dirais, dans ma vie, il y a sûrement des choses qui m'ont marqué. Maintenant, vous savez, comme je continue à voir beaucoup de films, par exemple dans le cinéma, je dirais que je suis toujours en évolution de ce côté-là. Donc, j'ai effectivement des choses qui m'ont marqué jeune, mais il y a d'autres choses qui me marquent encore aujourd'hui. Comme des fois, par ton tutoiement, tu te remets à me vous Ah oui, je suis désolé. C'est pas très grave. J'avais une question particulière par rapport à un livre qui s'appelait Ivre, paradis, bonheurs héroïques, qui est signé par Boris Cyrulnik, qu'il a fait paraître à la fin des années 2010, je crois 2016, 2017, un truc comme ça. Et il dit, dans la vie, on a toujours besoin de héros, et notamment quand on est enfant. Et toi, est-ce que tu as un héros que tu avais quand tu étais enfant et que tu continues à avoir, ou plus tard, tu as eu un héros dans la vie réelle, ou un personnage imaginaire, peu importe? Non, j'ai pas eu de héros. Alors, j'étais fan de musiciens. Voilà. Ça, ton père, non? Mon père, ce héros, non? Alors, j'ai toujours... Moi, j'ai eu des super relations avec mon père. J'ai des très bonnes relations avec ma mère. Donc, tout au long de ma vie, on va dire, j'ai eu des relations vraiment d'amour et... apaisées avec mes parents, depuis le début jusqu'à encore aujourd'hui. Donc... j'ai pas idolâtré ou idéalisé quelque chose, mais j'ai toujours vécu vraiment dans le bonheur avec mes parents. Voilà, j'ai pas fait de crise d'adolescence, par exemple. Bah, t'avais une moto, c'est normal. C'est vrai qu'ils m'ont permis beaucoup de choses. C'est vrai que moi, je ne permets pas le car à mes enfants. Et donc, ils ont fait une crise d'adolescence, les enfants. Oh, bah, ils commencent. Ils commencent. Mais voilà, non, j'ai pas eu de héros. Voilà, non, j'ai eu des musiciens, on va dire, qui ont été mes héros, je peux dire, oui. Qui, par exemple? Herbie Hancock, quand j'étais jeune, Herbie Hancock, Chick Corea. Plus tard, Miles Davis. Que des jazzmen. Après, oui, que des jazzmen, ouais. Que des Alors non, quand j'étais tout petit, c'était les Beatles. Ah. J'étais fan des Beatles. Voilà, je devais avoir, je sais pas, 8-9 ans. Donc je collectionnais tout sur les Beatles. Et puis après, j'ai écouté du jazz rock, on va dire. Je pense que c'était ça les premiers trucs. Puis là, voilà, je suis rentré là-dedans. Et voilà, donc j'ai eu des idoles, on va dire. C'est vrai que la filiation de toi avec Herbie Hancock, elle est relativement évidente. Je trouve que il y a beaucoup de points communs dans. Ah bon? Bah oui. Bah, il a mélangé de la world music avec du jazz, avec des sons afro. Tout à fait. C'est voilà, tout à fait. Après, je compare pas vos œuvres. Je dis juste qu'il y a quand même une filiation, on va dire. Oui. C'était pas lui ton père, mais une filiation. Oui, bien sûr. J'ai été toujours fan de Herbie Hancock depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours fan. Je suis donc fan. C'est pas quelque chose qui a changé au cours de. Moi, je l'ai découvert par Nogaro, parce qu'au début, je savais pas. J'entendais parler d'Herbie Hancock. J'écoutais même des musiques d'Herbie Hancock sans savoir que c'était de lui. D'accord.
Et un jour, Nougaro, dans une interview, parle de lui et dit, voilà, moi, ma chanson, c'est directement une adaptation d'Herbie Hancock, etc. Et je suis allé écouter et je suis tombé raide, quoi. C'est tellement brillant, c'est tellement brillant. Et les autres aussi, ceux que tu as cités, Miles Davis, etc. Mais Herbie Hancock, c'est chaud, c'est fort. C'est fort, ouais. Non, donc voilà, moi mes héros c'était des musiciens, c'était pas, je sais pas, des acteurs ou des sportifs ou je ne sais quoi, c'était vraiment, voilà, j'ai eu des périodes, voilà, Herbie Hancock, à un moment donné Miles Davis et après Keith Jarrett. Voilà, j'étais Keith Jarrett. Voilà, ouais. Keith Jarrett, j'étais un grand fan de. Il y a beaucoup de jazzmen. J'aime toujours, mais à l'époque j'étais fan. Il y a beaucoup de jazzmen qui revendiquent aussi cette filiation avec Keith Jarrett. C'est-à-dire que... J'ai vu récemment une interview d'Aaron Herman en France Culture qui disait que sans Keith Jarrett, c'était partie des très grands pianistes. Après, il y a des gens, c'est pas leur sensibilité, je peux comprendre. Voilà, c'est pas leur truc, mais évidemment, c'est un grand pianiste, tout comme Herbie Hancock. Mais c'est vrai que pour les instrumentistes, je me faisais la remarque en préparant cette interview qu'on cite souvent des pianistes, des saxophonistes, des trompettistes comme Miles Davis, etc. Et rarement des percussionnistes. Je me trompe ? Oui, c'est vrai, peut-être que c'est plus une niche pour batteurs ou percussionnistes, on va dire. C'est plus un batteur qui va vous parler de Tony Williams ou d'Elvin Jones. Oui, c'est moins connu par le plus grand public. Oui, Elvin Jones est moins connu, peut-être. Je sais pas. Moi, je suis du monde, je fréquente des musiciens, donc tout le monde connaît. Tout le monde connaît, donc. Je sais pas, les gens. Tu un Pékin dans la rue, s'il connaît Miles Davis, il risque de te dire oui, mais par contre tu lui dis Melvin. Oui, c'est sûr, il est moins connu que Miles Davis, mais je remarque quand même qu'on connaît de moins en moins le passé. Je vois ça avec beaucoup de jeunes musiciens, par exemple, qui connaissent pas les musiciens. Mais ça, c'est général à tous les arts. En fait. Ouais. Ils connaissent pas le passé. Alors, je suis pas une critique, mais c'est un étonnement de ma part. Moi, je sais que quand j'avais leur âge, je connaissais tout ce qui s'était passé. Alors, je dis pas que j'avais tout écouté, mais je connaissais les noms, je savais les filiations de ces musiciens qui jouaient avec lui avec Ornette Coleman, l'autre avec machin, un truc, Duke Ellington, Count Basie. Je connaissais l'histoire du jazz. Parce que voilà. Et aujourd'hui, je vois que les jeunes connaissent même pas les musiciens qui ont mon âge. Ouais, c'est ça qui est terrible. Ceux de 30 ans, ils connaissent pas ceux qui ont 50 et quelques. Et voilà, ils écoutent vraiment les musiciens de leur génération. C'est pas une critique, c'est une constatation. C'est une constatation et c'est étonnant. Et ça en fait pas des moins bons musiciens. Ils sont très bons aussi. Je vois aussi mes enfants dans d'autres domaines. Quand je leur parle de certaines de mes références, ils ouvrent des grands yeux, mais qui sait voilà. Parce qu'il y a... Est-ce que c'est parce qu'on leur a pas appris à être curieux en fait ? On leur a pas, je sais pas. Mais effectivement, nous on est de cette génération. Je suis un peu plus âgé que toi, mais on est de la même génération et on a eu cette curiosité là. Ouais. Voilà. Ouais. Je sais pas. Effectivement, c'est un constat, c'est pas une critique. Ouais. Mais moi, je sais que par exemple, il y a des gens qui ont quand même plus de 30 ans, 35 ans, ils n'ont jamais entendu parler le nom de Prince, par exemple. Prince. Alors, il est décédé il y a une dizaine d'années, mais... C'est terrible. Mais voilà, ou même des gens qui font de la musique, ils n'ont jamais entendu parler de ce nom. Ils n'ont jamais, même de loin, Prince, non, ça me dit rien du tout. Et c'est étonnant, voilà, c'est étonnant. Donc, et à contrario, quand il y a quelqu'un qui connaît le passé, bon, mon fils, c'est le plus jeune de mes enfants, il aime tout ce qui est musique des années 40, 50, 60, il connaît très bien, etc. Bon, c'est une exception. Dans sa génération, c'est une exception, parce que vraiment, voilà, les gens ne connaissent pas. Mais effectivement, pour la musique de jazz, comme pour toutes les musiques, c'est comme ça, tu as raison. Alors, on va passer à la question suivante. On l'a dit tout à l'heure, la musique, elle est essentielle à ta vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Mais au-delà de la musique, de quoi tu pourrais jamais te priver dans la vie, sous-entendu pour être heureux ? Qu'est-ce qui te manquerait de façon intolérable en fait ? Bon, je vais dire mes enfants. C'est un peu... Mais bon, je peux le dire, c'est comme ça qui me vient à l'esprit. Après, je dirais, c'est con, mais je vais dire bien manger. Voilà, moi qui voyage beaucoup, je vous dis, c'est pas partout qu'on mange bien. Et pour moi, c'est important. C'est-à-dire que quand ça arrive pendant longtemps que on ne mange pas bien, c'est vraiment un
un effet sur mon effet psychologique. Hein. Je me sens plus bien du tout. Et tu te classes dans les gourmands ou dans les gourmets? Non, dans les gourmands, pas les gourmets. Non, okay. J'aime bien manger, voilà. Je dis que c'est important pour moi. Voilà. Si je dois aller, par exemple, en Hollande 15 jours, je vais être très très triste. Voilà, je vais être un peu au bord de la dépression. Voilà. Désolé pour nos amis hollandais, mais... Les Bataves. Ouais. Je vais pas te demander ton rapport à la religion ou éventuellement à la non-religion, à l'athéisme, etc. Parce que ça ne me regarde pas. En revanche, est-ce que tu entretiens un rapport particulier avec tout ce qui est spirituel, la spiritualité, et peut-être au-delà avec les morts, je sais pas. Est-ce qu'il y avait par exemple des anciens ou des personnes disparues dans ta vie qui viennent te revisiter par exemple dans tes rêves? Non, je vais vous décevoir. Non, tu vas me décevoir. Ouais, non, je parlais au public. Ah, je vais vous décevoir, cher public. D'accord. Non, je suis pas du tout là-dessus. Non, je suis pas du tout là-dessus. Très cartésien. Très cartésien. Voilà, non, c'est très décevant pour vous. Voilà. Après, voilà, j'ai eu une petite période de ma vie où, à un moment donné, voilà. J'étais un peu plus là-dessus. Voilà, j'étais un peu plus là-dessus, j'avais 12, 13 ans, 14 ans. Ouais. Et puis, ça m'est passé, voilà, ça a duré 2-3 ans. Passion adolescente. Oui, voilà, bon, je viens d'une famille où mon père n'était pas juif, ma mère est juive. Et puis, à un moment donné, à l'âge de 12-13 ans, je voyais des copains qui faisaient des bar mitzvahs et tout, et puis moi, j'avais envie de faire ma bar mitzvah. Mais sans croire en Dieu, en fait, j'avais juste envie qu'on me célèbre, ou qu'on fasse une fête pour mes 13 ans, on va dire, parce que tous mes copains faisaient la bar mitzvah. Soit la communion, soit la bar mitzvah, Voilà, moi, j'avais que des copains juifs à cette époque-là, on va dire, donc il n'y avait pas trop de communion, mais c'était plutôt les bar mitzvahs. Ouais. Donc, j'ai eu une période où j'ai forcé mes parents à faire ma bar mitzvah, et puis bon, voilà, je ne raconte pas les discussions qu'on a eues, mais... petite période mystique. C'était pas mystique, c'était vraiment parce que mes copains le faisaient tous, et je voulais faire comme eux. Ouais. Et voilà. Voilà. Bon, moi j'ignorais, hein, il se trouve qu'on est à l'Écu ici, dans un établissement effectivement européen de culture juive, mais j'ignorais que tu étais juif, enfin en tout cas par ta mère, ce qui dans la religion juive fait que tu es juif, de toute façon, puisque c'est par les femmes qu'on est juif. Mais bon, voilà, en tout cas, tu me l'as dit, je t'aurais pas posé la question, c'était pas... Oui, voilà. Je vous le dis. Ça peut peut-être te paraître décousu mes questions, mais en fait ça permet de définir un profil un petit peu général de ton attitude par rapport au bonheur et à la vie. Tu es un homme de notes, de musique, de notes, d'accords, etc. Mais les mots ont aussi une importance pour toi, je le sais. Et c'est quoi, si je te demande, c'est quoi le mot de la langue française que tu préfères, ou celui auquel tu penses là à l'instant où on se parle là? Moi, je vais dire amour, parce que tout d'un coup, je sais pas, vous m'avez dit ça, c'est venu tout d'un coup. Amour, bon, je sais pas si c'est, je dirais que c'est un mot... Tu sais, c'est un mot qui m'est beaucoup donné dans mon question. Mais je sais pas, vous m'avez dit ça tout d'un coup, tac, c'est venu comme ça. Et alors, systématiquement, quand on me répond amour, il faut que j'étale ma science, entre guillemets, je plaisante. Mais est-ce que tu connais la particularité du mot amour dans la langue française? Non, pas du tout. C'est le seul mot avec délice et orgue à être masculin au singulier, féminin au pluriel. Masculin. On dit un amour. On dit un amour et deux belles amours. On dit pas deux beaux amours. Comme on dit orgue et délice, c'est pareil. Un délice et deux belles délices. Ah, je savais pas qu'on disait de belles amours. Ouais. C'est féminin, c'est féminin au pluriel. Ah bah écoute. Et c'est les seuls mots, c'est les 3 mots de la langue française qui ont ça. Ah oui. Ça va faire marrer certains potes à qui je l'ai répété plusieurs fois, qui m'ont dit tu radotes. Allez, on va passer à la suite. Est-ce que tu as tendance à douter souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que tu doutes plutôt de toi ou plutôt des autres? Non, moi je doute. Vous savez, quand on est musicien, on est toujours en train de douter sur plein de choses, hein. Sur soi-même en tant que musicien, sur son rapport avec les autres, son rapport à la musique, son rapport au travail. Nous, les musiciens, on n'est pas tout le temps en train de travailler. Parfois on travaille, et puis parfois on travaille pas, et puis on retravaille, et puis on travaille pas. C'est pas évident à gérer.
plus les années passent. Donc le doute, oui, il est tout le temps là, on va dire. Il est tout le temps là. C'est présent, mais donc c'est un doute personnel, c'est pas un doute sur les capacités ou les relations avec les autres. Si, c'est mélangé. Vous savez, quand on a ces périodes, ça fait comme des vagues. On est en haut et puis on redescend. Et puis on est en haut et on redescend. Alors quand on est en haut, eh ben, on doute moins. On vit ces moments ces moments importants où on est en train de faire ce qu'on aime. Et puis après, il y a ces moments où on va dire, un peu dans le creux de la vague. Et puis là, les doutes arrivent. Après, c'est des doutes mélangés. C'est sur soi-même, sur humainement, sur le fait de comment on se comporte par rapport aux autres. On se dit, mais peut-être que là, je devrais me comporter autrement, etc. Ou alors, c'est un doute artistique. On se dit, peut-être que je suis pas assez bien, ou alors je suis pas assez bon. Non, on doute souvent. Enfin, je doute souvent, voilà. Et alors évidemment, ça fait toujours plaisir des gens qui vous disent c'est super ce que tu fais. Alors c'est comme ça qu'on reprend un petit peu de force aussi. C'est les autres qui nous donnent un peu de confiance. C'est les autres. Et moi, j'ai remarqué, parce que comme je vous dis, avant, j'étais moins musicien de scène. Il y a une quinzaine d'années, j'étais moins musicien de scène. J'étais plus en studio. Le fait de faire maintenant de la scène régulièrement depuis toutes ces années fait qu'on a d'abord l'adrénaline de la scène, des concerts, le track, tout ça, et puis le rapport avec les gens qui vous disent en face de vous des choses. J'aime ce que vous faites, c'était bien, tout ça. Et ça, on s'habitue à ça. Et on en a besoin après. Et quand on l'a plus, tout d'un coup, on redescend et on doute. Donc oui, on doute. Pour moi, oui. C'est comme substantiel de ton activité. C'est comme certains chanteurs. Enfin, je vais pas citer. Si, je peux citer Brel qui, avant de monter sur scène, était dans un état lamentable, vomissait tout ce qui était possible, etc. Ou un autre que je vais pas citer qui lui, sitôt sorti de scène, il y avait un down. Et du coup, il fallait absolument qu'il aille se calmer. Bon, on en connaît beaucoup, malheureusement. Il se calmait avant, mais il se calmait beaucoup après. Ouais. Et donc, en fait, c'était nourri par le doute, en fait. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de tellement perfectionniste que quand il sortait de scène, il était dégoûté de ce qu'il avait fait. Alors, tout le monde avait adoré, mais lui, il disait « j'ai fait de la merde ». Ouais. Voilà. Et il y a beaucoup de il y a certains chanteurs et certains musiciens qui sont comme ça, qui fonctionnent comme ça. Et donc, effectivement, tu as raison, le doute est co-substantiel de votre activité créative, en fait, créatrice. Ouais. Moi, ça peut m'arriver de faire pour les gens un bon concert, par exemple, pour le public, ils l'ont trouvé super. Et moi, je sais pas, il y a des choses que j'ai pas aimé dedans et ça peut me miner et me mettre le doute. Me mettre le doute pour les prochains concerts qui arrivent, par exemple. De dire, il faut pas que je sois comme ça, il faut pas que je fasse ci, il faut pas... Et tout d'un coup, voilà, on a ce processus. Alors évidemment, c'est pas tout le temps, heureusement, parce que sinon... Et ton père de son vivant, il réalimentait ta confiance, il te faisait des compliments? Oui, mon père, oui. Moi, je faisais surtout du studio avec mon père, je faisais pas de scène, je faisais pas de scène. Oui, moi j'ai... Et tu faisais pas du tout de scène à l'époque où ton père était vivant? Non, mon père, moi j'ai jamais vu. Non, toi. Ah si, moi j'en fais. Justement, donc, quand il venait te voir. Oui. Et il te faisait des compliments. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas par exemple de mon père, mais moi c'était par rapport au tennis par exemple. Ah oui, d'accord. Je sortais d'un match de tennis où j'avais gagné 6-0, 6-1, et il me disait t'as joué comme une patate. Voilà. C'était parce que j'aurais dû gagner 6-0. Mais s'il m'entend, ce qui est peu probable, mais je l'embrasse et je l'aime. Pour quel défaut de tes contemporains tu as le plus d'indulgence? Pour quel défaut de mes contemporains t'as le plus d'indulgence? Celui où tu te dis c'est pas grave. Oui, c'est chiant, mais c'est pas grave. Après, c'est pas des défauts. Je réfléchis. Qu'est-ce que. Je sais pas. Non, je cherche. Je te fasse des propositions? Oui, dites-moi. Je sais pas, dis-moi. Dis-moi. Je sais pas, l'avarice, le mensonge, l'hypocrisie. Oui, le mensonge, j'aime pas trop. Je dirais que je passe un peu. Je passe un peu outre tout parce que je sais que la nature humaine, suivant les jours, suivant ce qui se passe chez les gens, parfois on est amené à être un petit peu différent de ce qu'on aime. Moi aussi, parfois je sais pas, j'imagine être un peu
faudrait interroger ta femme. Oui, ou des amis, ou... En tout cas, tu es très indulgent. Dans la vie en général. Oui, je suis très indulgent, mais je suis aussi... quand il se passe quelque chose avec quelqu'un, après, je suis un peu rancunier. Je suis très indulgent, mais s'il y a un truc vraiment qui se passe là, et après, je mets du temps quand même à... T'es susceptible, un petit peu? Oui, ça dépend sur quoi, ouais. Ça peut... Ouais. Question bis qui n'est pas prévue dans le questionnaire standard, c'est par rapport à la musique et à la création de chansons. Quel est ton avis sur l'utilisation aujourd'hui de l'intelligence artificielle? Est-ce que tu as un avis très tranché sur la question? Sachant que je ne te donne pas le mien d'emblée pour te laisser libre de ta réponse. Bon, alors, il y a plusieurs trucs. L'intelligence artificielle, on va dire qu'elle existe déjà depuis assez longtemps, pour nous les musiciens. Hein. Il y a déjà des logiciels depuis longtemps, comme GarageBand, Logic Audio ou autre, où il y avait déjà, on va dire, de la musique dedans, où on pouvait piocher des éléments et construire un morceau, par exemple. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est nous qui le construisions, c'est nous qui prenions ces éléments et qui les mélangions ensemble pour faire un morceau. Certes, ok, mais c'était quand même des choses déjà toutes faites. Hein, on a un élément de batterie, un élément de basse, de guitare, dans la même tonalité, dans le même tempo, et puis boum, on fait une chanson. Je crois que d'ailleurs, même Christine and the Queens, elle avait fait une chanson comme ça, en prenant des éléments de GarageBand, elle avait fait une chanson par-dessus, ou Jane, voilà, bon, après on critique, bon, j'ai pas d'avis là-dessus, hein. Si c'est là et qu'on fait quelque chose de bien avec, pourquoi pas. Donc, ça existe déjà, depuis longtemps, l'intelligence artificielle. Alors là, c'est vrai que maintenant... alors moi je l'ai pas utilisé personnellement, donc je peux pas te dire comment ça marche exactement, mais je sais que voilà, on a moins à faire de choses, on dit juste ce qu'on veut et puis lui il nous fait des propositions. Moi c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit tu me dis après, je te dis tu me dis tu fais un morceau dans le style de avec un texte qui truc avec une voix comme ça et puis lui il vous propose des versions différentes et après on choisit dedans. Bon, moi j'ai pas vu ça, donc je peux pas en parler. Alors je sais, parce que j'ai parlé à des gens de la télévision, j'ai parlé à des producteurs et tout ça. Je sais que là, dans les années qui viennent, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. Je pense que la musique à l'image, je pense, j'en suis pas sûr, mais tout ce qui est musique dans les pubs, ou alors on va dire dans des séries télé où la musique a peu d'importance, où on va dire la musique n'est pas au premier plan. Je pense qu'ils vont faire appel à l'intelligence artificielle. Ça, c'est pas bon pour nous, les musiciens. Mais bon, je suis sûr de rien. Mais je pense que voilà. Après, je pense que pour la musique, pour la vraie musique, tout ça, ça va rester. Les musiciens, pour faire du live, il y aura encore besoin d'un truc. Et puis pour faire certaines musiques, on a besoin quand même de musiciens. Alors, moi, si tu veux mon avis, moi, qui me suis penché beaucoup sur la question et qui l'utilise, mais moi je crée mes paroles, je suis parolier, donc je crée des chansons, mais après, j'ai pas eu la chance d'avoir une formation musicale, j'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui m'ont offert un piano ou une guitare, parce qu'on n'avait pas les moyens tout simplement, et encore moins des cours de solfège ou des cours particuliers de musique, etc. Donc aujourd'hui, moi je m'en sers comme un outil, pas pour faire un produit fini, mais pour faire une maquette, quelque chose que je peux présenter. Parce que quand j'écris des chansons, et je suis en train de sortir un recueil de pas loin de 150 chansons, je les construis dans ma tête avec le rythme. J'ai le rythme dans la tête, mais je n'ai pas la musique dans la tête. Et donc l'IA me permet, avec une plateforme que je paye, il y a un abonnement, etc. Je pourrais l'utiliser de manière gratuite, mais ça serait très limité, parce que c'est très limité quand c'est gratuit, c'est comme toutes les plateformes d'IA. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, l'IA, dans la musique comme dans d'autres domaines, c'est le cas aussi dans l'écriture, je suis journaliste par ailleurs et auteur, et c'est aussi une menace pour les journalistes et les auteurs, pour toutes les professions intellectuelles en réalité. Mais c'est comme toutes les nouvelles technologies, c'est à la fois une opportunité et une menace. C'est une opportunité parce que ça va pouvoir, à mon avis, décupler la puissance imaginative, parce qu'en fait, ça permet de tester des choses, de faire des... Voilà, c'est comme à une époque l'imagerie numérique. Les peintres, certains peintres, David Hockney par exemple, utilisent l'imagerie numérique. D'autres sont totalement rétifs. Il y a des gens qui font de la photo numérique et d'autres qui ne jurent que par la photo argentique. Et ça continuera.
la télé n'a pas tué le cinéma, le DVD, Non, le Blu-ray bien n'ont pas sûr. tué Non. la télé les nouvelles technologies, c'est toujours comme ça. Non, mais Internet a tué le business de la musique, ça, c'est sûr. Internet a tué mais a permis aussi de faire émerger une autre forme de... Non, je parle du business. Ah, du business. Ah, je parle de Bah, l'économie. L'économie de la musique. L'économie telle qu'elle était. L'économie Et telle qu'elle était. qui était une économie assez, comment dirais-je, fermée. Qui Oui, vivait en mais milieu clos. on va dire ça c'est... Mais la principale menace, parce qu'effectivement, tu parlais des IA qui ont évolué, qui aujourd'hui ne se contentent pas comme GarageBand, Pro Logic ou autre, d'aller récupérer des samples et de les mixer. Le principal risque aujourd'hui, c'est que l'IA effectivement aspire des œuvres qui ne lui appartiennent pas, les mix et produit des résultats sans payer de droits d'auteur. Et c'est ça le principe. C'est ça, alors qu'en France, on est particulièrement attaché aux droits d'auteur. Ce qui n'est pas le cas des pays anglo-saxons où ils réagissent différemment par rapport à ça. Bref, en tout cas, ça ne te choque pas si je te dis que moi je crée des paroles, mais qu'après je les mets dans une plateforme IA. Ben non. Voilà. Mais non, parce que je te disais, ça fait des années que tu aurais pu faire la même chose. Alors, ça aurait été un peu plus compliqué. T'aurais fallu quelques jours d'apprentissage sur un logiciel, mais sans être un musicien, tu aurais pu aussi faire tes trucs, on va dire, c'était un peu l'intelligence artificielle d'il y a quelques années. Mais quoi. j'ai fait. Voilà. J'ai fait GarageBand, j'ai fait GarageBand, Logic, etc. Et on arrivait à des choses... Pro Tools et compagnie, mais j'étais pas doué, parce qu'en fait, malgré tout, il fallait une certaine expertise. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, l'IA, le problème c'est que l'IA, il faut le concevoir comme un outil. Après, c'est qui utilise l'outil. S'il est ouvert au plus grand nombre, c'est comme tout. En fait, c'est comme une... je fais toujours cette comparaison. C'est comme la voiture. La voiture, tu peux l'utiliser en tant que conducteur et tu peux l'utiliser comme une arme. Ça peut être une arme par destination. On le voit malheureusement avec certains attentats, etc. Donc, c'est qui utilise l'outil, en fait. C'est pas l'outil en lui-même qui est condamnable. Bien sûr, non, mais il y a ça. Mais après, il va y avoir effectivement un ajustement des métiers qui vont disparaître. On est d'accord. Voilà. Et des métiers qui vont apparaître. Et des métiers qui vont apparaître, surtout dans l'IA. Pas que. Non, mais... on parle de ça, par exemple, là j'ai un copain qui fait beaucoup de doublage. Ouais. Ah oui, les doublages sont particulièrement... Voilà, et donc on parlait de ça, et à un moment donné, lui il me disait, oui, là, ça va très vite, et puis on pense que voilà, les boîtes de doublage vont fermer, tout ça. Mais à un moment donné, je lui dis, mais maintenant on est d'accord que si tu engages un programmateur, on va dire... pour te programmer, je ne sais pas comment ça se passe, de faire une voix en doublage, ça va prendre plus de temps que d'amener un comédien dans le studio qui, en 2 heures, il va te faire ton truc. Alors oui, pour l'instant, c'est beaucoup plus long pour un programmeur de créer le truc. Donc on va payer un mec plus cher, finalement, pour faire l'intelligence artificielle, que si on prenait un comédien, aujourd'hui. Après, peut-être que ça ira très vite dans 6 mois ou dans un an. Écoute, ça va très vite, parce que si tu prends, par exemple, un épisode où j'ai interrogé ChatGPT, donc la fameuse plateforme d'intelligence artificielle, et je lui ai mis... il m'a répondu, les réponses sont assez à la fois terrifiantes et bluffantes, et j'ai mis ça dans une plateforme qui s'appelle Eleven Labs. Eleven Labs, tu peux synthétiser n'importe quel type de voix, y compris la tienne. C'est-à-dire tu peux lire une page, par exemple, et dans la foulée, 1 heure après, il est capable de te... C'est pour ça qu'il y a tellement de deepfake et de fake news, etc. C'est qu'on peut je peux faire dire à Patrick Goraguer que Gérard Klech est gay et je peux te faire dire n'importe quoi. C'est ça aussi une des menaces de l'intelligence artificielle. Et c'est-à-dire que si vous dites une phrase, toi tu dis une phrase avec une intention. Exactement. Voilà, il garde cette même intention. C'est ça. C'est ça, c'est qu'en fait à une époque les voix étaient très synthétiques, très heurtées, etc. Et aujourd'hui, c'est assez bluffant. Et tu peux même introduire des accents. C'est-à-dire tu peux dire, mets-moi un accent du sud-ouest par exemple. Tu sais, avec Waze par exemple. C'est fait par intelligence artificielle, ce truc-là. Mais bon, enfin, on va pas passer 1 heure sur l'intelligence artificielle. Ce que je voulais savoir, c'était ton point de vue, et je le comprends. Non, mais j'ai rien contre, je trouve ça bien. Mais je vois, en tout cas, j'ai quand même parlé à des gens qui ne sont pas musiciens, qui sont plutôt, on va dire, de l'autre côté, du côté économique de la chose. Et pour eux, c'est très clair.
C'est fini, c'est l'intelligence artificielle. On n'en discute plus, il n'y a plus de question de quoi que ce soit. C'est pas cher, c'est rapide, et puis c'est ça, c'est tout. Mais Voilà. le paradoxe, c'est que, on l'a dit tout à l'heure par rapport au disque vinyle, par rapport au CD, c'est que les gens, à mon avis, vont aller de plus en plus écouter de la musique en concert, c'est-à-dire en live, en rapport avec l'artiste, Ouais. et de moins en moins chez eux, ou avec la musique dans les oreillettes, ou machin. Je pense que la musique qu'on aime, qu'on aime, je parle des gens en général, que ça soit du rock, du metal, du jazz, de la musique classique, de la world music, de la musique comme vous voulez, ça va pas trop changer. Voilà. Ce qui va changer, pour moi, je pense, c'est plutôt les musiques, voilà, les musiques à l'image, là où la musique est pas essentielle, voilà, elle est en fond, et ben là où on employait des musiciens, et ben on les emploiera plus, voilà. Donc il y aura moins de boulot pour les musiciens qui sont compositeurs. Et c'est dommage. Voilà. Et c'est dommage, oui, ça fait évidemment. Mais après, qu'est-ce que vous pouvez pas lutter Vous savez, moi, je suis batteur et je suis né en 1967 et en début des années 80 sont apparues les boîtes à rythme. Ah bah oui. Voilà. Et je jouais déjà de la batterie à l'époque et je vous assure qu'à l'époque, ça a fait dans le monde des batteurs quelque chose. C'était pas rien. Et d'ailleurs, à cette époque-là, j'avais entendu dire que quand aux États-Unis on faisait un album où il n'y avait pas de batteur et on utilisait des boîtes à rythme, eh ben on était obligé de payer un batteur sur le côté. Peu importe qui, il fallait quand même payer un musicien pour le gérer. Évidemment, c'était début des années 80. Mais donc, il y a eu déjà dans le monde des musiciens sur cet instrument, par exemple, une peur que ça disparaisse. La batterie est toujours là. Après, il y en a pas dans la musique commerciale. Hein. Je pense que dans les 20 morceaux qui marchent le mieux, machin, je pense pas qu'il y ait de batterie. Hein. C'est que des loops, des programmations. Il y a plus vraiment l'instrument. Mais bon, on le voit quand même. Il est toujours là. Il y a plein de batteurs, de plus en plus. De jeunes qui jouent bien. Donc il y a des concerts. Et tout ça. Ça n'a pas disparu. Mais ça a disparu de certaines... composition. Voilà. Comme je pense, la musique disparaîtra, les musiciens disparaîtront je pense, des trucs audiovisuels un peu, où la musique est au 2e ou 3e plan. On fera plus appel à des musiciens. Pourquoi ? On va payer quelque chose pour quelque chose qu'on entend à peine, alors qu'on appuie sur un bouton et puis... Alors là, les booms qu'on vient d'entendre... Ouais, excusez-moi. C'est un percussionniste, hein. Patrick Duraguer est un percussionniste. Il vient de taper sur la table, voilà. en fait. On est presque à la fin de notre interview. Je voulais te demander, c'est quoi qui te rendrait optimiste pour l'avenir ? En ce moment, on traverse une période particulièrement compliquée. Oui, là, je suis pas très optimiste pour l'avenir. Ouais, t'es quelqu'un qui est plutôt pessimiste ? Non, je suis pas pessimiste, mais quand je vois... c'est vrai qu'en ce moment, on a quand même plusieurs éléments dans le monde là qui sont au même moment, voilà, pour moi des gens très négatifs. Et je sais pas, je pense qu'il y a eu d'autres périodes de l'histoire ou même du siècle dernier où on a eu... Mais là, il y a quand même, à des endroits différents, il y a quand même pas mal de gens qui sont un peu dans le même style, qui nous amènent, je pense, pas vraiment sur le bon chemin, mais on va dire, dans le mur. En tout cas, pour tes enfants, t'espères quoi ? Alors, on va la présenter différemment, la question. J'espère rien, mais non, j'ai pas vraiment une espérance, mais ça va être compliqué. Je sens que ça va être dur. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être dur pour eux. Plus dur que beaucoup plus dur que pour nous qui sont nés, on va dire, dans les années 60. Moi, c'est à la fin des années 60, donc j'ai vécu les années, on va dire mi-70, 80, tout ça. J'ai pas l'impression que c'était la même ambiance qu'aujourd'hui, qui est beaucoup plus anxiogène. On vit une période anxiogène parce que d'abord on est abreuvé tout le temps de nouvelles ou d'informations, souvent négatives évidemment, parce que finalement les trucs positifs on s'en fout. Hein. Alors ce qu'on veut savoir c'est ce qui va pas, et il y a plein de choses qui va pas, et aujourd'hui on est surinformé. Et moi pareil, hein, je suis toujours comme tout le monde avec son téléphone en train de voir, et on est très touché par ça. Tu sais que c'est un mot en français, ils ont inventé un mot pour dire ça. Un mot valise, infobésité. L'infobésité. Ouais, c'est-à-dire le fait d'être plongé sans arrêt dans les infos. Effectivement, les infos anxiogènes.
et perdent beaucoup de temps avec ça en plus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de nous agresser en permanence. C'est normal, on veut s'informer, on a parfois de la famille dans des endroits où ça se passe pas bien. Alors c'est pas une critique, mais même mes enfants, je vois, ils parlent de sujets parfois, ou moi, mais à leur âge, mais j'étais pas du tout là-dedans. Ouais. Quand j'avais 13 ans, moi... Il y a une forme de légèreté qui a été perdue, en fait. Et complètement, voilà. Là, avec, par exemple, des choses comme TikTok, par exemple, que tout le monde regarde, surtout les enfants, hein, c'est un mélange de plein de choses, hein. Il y a des trucs rigolos, il y a des gens qui parlent, qui disent des bêtises, machin, et puis aussi des trucs politiques. Et des trucs sur plein de choses, sur la religion, sur sur ça. Et tout ça est mélangé. Et donc les gens s'abreuvent de ça, et voilà. Après, je dis pas que les enfants aujourd'hui sont tristes ou déprimés, hein. C'est moi qui ai connu l'époque d'avant et l'époque d'aujourd'hui. J'ai l'impression, voilà, qu'on est quand même dans beaucoup moins de légèreté que nous quand on était jeunes, avec l'envie de partir, de voyager, de voir des choses. Aujourd'hui, les gens, ils ont envie d'aller à Dubaï, ou je sais pas, je comprends pas. Manger du chocolat à la pistache qui coûte 10 euros voilà, la part. Ou des steaks avec de l'or par-dessus, à 1000 euros le cheeseburger. Non, mais voilà, c'est pas... En fait, on parlait du spirituel tout à l'heure, il a laissé la place au matérialisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'alpha et l'oméga de beaucoup de jeunes, c'est ce qu'ils ont vu à travers les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils ont vu à travers la télé-réalité. Et voilà, c'est difficile de faire autrement. Enfin, oui, bien sûr. Moi, je me mets à leur place. Je veux dire, ils ont les référentiels qu'ils ont, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, un certain nombre d'incompréhensions entre eux et nous viennent de là, d'ailleurs. Par exemple, la sensibilité à l'écologie, c'est à la fois une très bonne chose, mais quand elle est pratiquée aujourd'hui, comme on la voit certaines fois, de manière... presque irrationnel, j'ai envie de dire. Vous avez raison, mais j'ai ça. Moi, mes enfants qui sont plus jeunes, on va dire, qui ont 13 et 15-16 ans, ils sont pas là-dedans. Du tout. Ça, non. Alors, ça viendra peut-être. Hein. Mais j'ai l'impression que ça, c'est la génération un peu au-dessus. La vingtaine. Ouais, moi, c'est dans ma famille, je vois, c'est plutôt ceux qui ont 25-26 ans. Voilà, étudiants quoi, qui n'ont pas grandi dans les réseaux sociaux ou le TikTok, parce que ceux qui ont 26, 28 ou 30 ans, ils n'ont pas grandi comme ceux qui ont maintenant 13, 14, 15 ans, qui eux sont nés là-dedans. Donc c'est encore une autre génération, et je suis pas sûr après, que la génération de ceux qui ont 13, 14, 15 ans, ils soient aussi, par exemple, appelés par l'écologie, que ceux qui ont une quinzaine d'années de plus. On verra bien. Je sais pas, après, moi j'ai rien contre... C'est bien l'écologie aussi, voilà, comme tout le monde, j'aime pas qu'on... Voilà, il y a certaines choses que j'aime pas. Non, mais on peut pas être contre l'écologie. Voilà. Mais on peut être contre une certaine manière de pratiquer l'écologie qui au fond est presque anti-écologique. Mais ça, c'est mon avis. Bon, enfin, on va pas rentrer là-dedans. Pour terminer, je voudrais juste te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines semaines et les prochains mois. Est-ce que tu vas te produire bientôt sur scène? Est-ce que tu as quelque chose tout à fait, qui va sortir? Dis-moi. Je pars jouer avec une pianiste allemande qui s'appelle Stéphanie Troscheit, avec qui on a enregistré un disque avec Chris Jennings, contrebassiste. Wow. Voilà, donc on va faire notre premier concert dimanche en Allemagne, à Bonn. Ouais, donc au moment où ça passera, tu auras déjà eu le concert et j'imagine un grand succès. Ouais, à Bonn. Et puis la semaine prochaine, je pars pendant 15 jours en Turquie avec une chanteuse kurde qui s'appelle Aynur Doğan, qui est très connue, et avec qui je joue depuis 3 ans maintenant. Et on va faire une tournée pendant 15 jours en Turquie, on va jouer un peu partout là-bas. Voilà, donc ça c'est les prochaines choses au niveau des concerts. Sans frontières. Voilà. Tu te produis partout, avec tout le monde. Pas tout le monde. Mais non, avec beaucoup de gens, avec des gens d'univers différents, c'est ça que je veux dire. Et voilà, donc permets-moi de terminer sur une note d'admiration. Ah ben écoute, merci beaucoup. Et on te dit, on espère à bientôt. Oui, à bientôt. Et merci d'avoir été l'invité du Bonheur c'est les autres. Merci à vous.